Enfin! Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la meilleure vidéo de l'année. Ça fait 1 an que j'entends faire cette vidéo, et il faut forcément que le jour J du tournage, il fasse un temps de chiottes et que je sois enrhumé. Nous sommes donc partis pour ce bilan cinéma de l'année 2017, et quel plaisir! En ce qui concerne le déroulement de cette vidéo, elle sera divisée en 3 parties. Comme le bilan cinéma 2016, l'intitulé des parties est la même. En revanche, par rapport au bilan cinéma 2016, le contenu des parties est très différent, mais j'y viendrai en temps voulu. La première partie sera consacrée au rattrapage 2016, deuxième partie, le bilan 2017 en lui-même, et enfin, dernière partie, quelques attentes pour 2018. Donc sans transition, on passe au rattrapage 2016. Alors si vous vous rappelez, pour le rattrapage 2015, donc dans le bilan cinéma 2016, j'avais donc parlé de films sortis en 2015, que j'avais pas pu voir en 2015, que j'avais vu en 2016, et donc j'en ai parlé dans le bilan cinéma 2016. J'avais parlé de 6 films que j'avais donc rattrapés, que j'avais aimé, voire beaucoup aimé. Mais voilà, j'avais pas parlé de tous les films que j'avais rattrapés. Là, en revanche, pour sur le rattrapage 2016, avec des films sortis en 2016 que j'ai vus, que j'ai pas pu voir en 2016, que j'ai vu donc en 2017 et dont je vous parle donc là maintenant, je vais vous parler de tous les films que j'ai rattrapés. Et il y en a un petit paquet, 17 pour être précis. J'ai mon anti-sèche là. Donc je suis très content parce qu'il y avait plein de films que j'avais ratés en 2016 pardon. Et je suis content parce que là du coup j'ai à peu près tout rattrapé de ce que je voulais. Donc c'est plutôt cool. Cela dit, pour pas que la vidéo dure 3 plombes, j'ai décidé donc d'écrire 1 ou 2 phrases pour chaque film. Si vous voulez des détails sur mon avis sur un film en particulier, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Attention, accrochez-vous, ça va aller très très vite, j'ai tout écrit là. Top! Hardcore Henry de Ilya Naishuller, beaucoup trop cool. Victoria de Justine Triet, des idées intéressantes, notamment en termes de mise en scène et un excellent casting, mais un gros manque de dramaturgie et une narration qui manque d'équilibre. Chocolat de Roche Dizem, d'excellents acteurs au service d'un long métrage manquant légèrement de profondeur mais qui reste séduisant et passionnant. Passengers de Morten Tildum, un gros manque d'enjeu qui a entraîné un immense intérêt de ma part malgré de belles images et quelques rares bonnes scènes. Dans le noir de David F. Sandberg, une excellente première partie intrigante et flippante, mais deuxième partie qui fait dans la surenchère avec une fin malheureusement expédiée. Dommage. Zootopie de Brian Howard, Rich Moore et Jared Bush, beaucoup trop réalisateurs. Un très bon Disney, drôle, touchant et porteur d'un très beau message. La fille du train, réalisée par Tate Taylor, un film inégal mais intéressant dans sa globalité qui propose quelques jolis plans et quelques bonnes scènes. 13 Hours de Michael Bay, confus, désagréable et cliché dans sa première partie, le long métrage tire son épingle du jeu grâce à une deuxième partie plus humaine, plus profonde et plus spectaculaire. Juste la fin du monde de Xavier Dolan, un film déstabilisant et étouffant mais qui se révèle finalement prenant et beau, excellent casting au passage. The Witch, réalisé par Robert Eggers, superbement mise en scène, un casting excellent et une ambiance cauchemardesque et oppressante. Miss Peregrine et les enfants particuliers, réalisé par Tim Burton, d'immenses trous de scénario et des séquences ridicules qui gâchent une idée de départ vraiment intéressante. Assassin's Creed de Justin Kurzel, inégal et confus, le film reste appréciable grâce à quelques bonnes idées de mise en scène et de jolis combats. Patterson de Jim Jarmusch, quelques longueurs mais fascinants, poétiques et attachants. The Conjuring 2, le cas Enfield, réalisé par James Wan, malin, terrifiant, passionnant et superbement mis en scène, James Wan est définitivement l'un des maîtres de l'horreur moderne. Sully de Clint Eastwood, un film mineur dans la filmographie du réalisateur, mais une incroyable mise en scène et un Tom Hanks impérial. Premier contact de Denis Villeneuve, beau et passionnant, sans conteste un des meilleurs films de l'année 2016. Et j'aimerais terminer ce rattrapage avec un dernier film que je mets un petit peu à part. Alors c'est un film de 2016, mais à 1 semaine près. C'est-à-dire qu'il est sorti le 28 décembre 2016 en France. Donc à 1 semaine près, c'est un film de 2017. Le truc, c'est que j'ai quand même envie de vous dire un peu plus de 2 phrases sur ce film-là. Ce film-là s'appelle Your Name et il est réalisé par Makoto Shinkai. Je crois qu'on dit comme ça, hein, excusez-moi. C'est donc un film d'animation japonais. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est le premier film d'animation japonais que je vois de ma vie. Et là, vous voulez déjà m'égorger, et vous auriez bien raison. Le fait est que j'ai vraiment beaucoup aimé Your Name. J'ai trouvé le film très beau, très touchant, très poétique, et vraiment passionnant. Je peux pas vraiment comparer, parce que j'ai pas vraiment d'expérience en termes d'animation japonaise, mais je trouve que l'animation est de qualité assez impressionnante. C'est très très beau, l'histoire est vachement intéressante et captivante, et il y a des idées qui sont superbes, donc non, j'ai beaucoup aimé Your Name. C'est une consécration ce film pour Makoto Shinkai, parce que c'est un réalisateur qui n'est pas du tout à son premier long métrage. Il a déjà fait plein de films auparavant, enfin j'ai regardé un peu rapidement. Il avait déjà réalisé 4 films avant, il me semble, et ces 4 films, en tout cas en France, ont été pas du tout distribués au cinéma, ils ont été directement proposés en VOD. Et là, pour ce film-là, il y avait vraiment une distribution, une sortie en salle, et le film a plutôt bien marché. Enfin, je sais plus combien il a fait d'entrée, mais pas un score dégueulasse, il me semble. Mais au-delà de ça, le film, Your Name a tout cartonné. C'est devenu le plus grand succès pour un film japonais au box-office mondial, avec 330 millions de dollars de recettes, il me semble, ce qui est énorme. Et je considère que c'est mérité. C'est vraiment un film qui mérite son succès. Même si vous n'êtes pas du tout familier avec les films d'animation japonais, hein, la preuve, hein, c'était le premier film d'animation japonais que je voyais de ma vie.
mais j'ai quand même beaucoup aimé ce film, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Your Name, parce que en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Voilà donc pour ces rattrapages 2016, il est temps de passer au bilan 2017. J'ai vu donc 39 films à l'heure actuelle, sortis en 2017, donc ouais, il y en a un bon paquet. L'année précédente, donc le bilan cinéma 2016, et pour même les années, même l'année d'avant, pour 2015, j'avais décidé de donner des notes à chaque film, donc sur 20, et donc j'exposais un classement de la moins bonne à la meilleure note. Cette année, je n'ai pas mis de notes. Alors j'ai commencé à en mettre pour les premiers films de cette année que j'ai vus. Le problème c'est que quand je mettais une note, bah forcément je devais comparer le film à laquelle je mettais la note aux autres films auxquels, donc les années précédentes, j'avais mis la même note. Et du coup c'était un bordel parce que je me disais ouais mais celui-là il mérite un peu plus par rapport à celui-là, etc. Donc je m'en sortais plus et je me suis dit mais pourquoi tu te fais chier, à la limite tu regroupes les films par catégorie. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai regroupé les films par catégorie selon ce que j'en pense. Grâce à ça j'ai dégagé 5 catégories différentes, dont une qui est à part mais j'y viens tout de suite. La première catégorie s'intitule Oubliable, qui donc concernera les films que je n'ai pas aimés, et pas forcément que je préférerais oublier, mais en tout cas que je n'aurais aucune envie de revoir, ça c'est sûr. Ensuite les sympas, pour les films que j'ai plutôt appréciés, mais voilà c'est pas non plus des films que j'ai surkiffé, c'est des films que j'ai trouvé appréciables. Troisième catégorie, les honorables, pour les films que j'ai aimé, voire beaucoup aimé, et que je reverrai certainement avec plaisir. La quatrième catégorie donc qui est complètement à part, c'est les films que j'ai pas vus sur cette année 2017, parce que oui forcément il y a des films que j'ai ratés. Dernière catégorie qui est extrêmement originale, attention, un top 10. Wouh, originalité sur 20, je fais comme tous les youtubeurs cinéma, c'est génial. Donc ouais, tout simplement un top 10 de mes films préférés de cette année 2017. Alors comment ça va se passer en termes de narration? Je vais commencer par aborder les films dans les catégories oubliables, sympas et honorables, et je vais faire un classement chronologique par rapport à leur sortie au cinéma en France, je précise, donc de janvier à décembre. Ensuite j'aborderai les pas vus, et enfin je terminerai par le top 10. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. On commence donc avec le mois de janvier, et le premier film s'appelle Primaire, il est réalisé par Hélène Angel. C'est un film dramatique français, alors tout de suite ça fait très peur, hein. Mais non, c'est un film que j'ai vraiment aimé, que j'ai trouvé très touchant. C'est un film qui contient cependant quelques maladresses, notamment en termes d'écriture et d'équilibrage dans la narration, mais globalement le film reste très touchant grâce à un casting qui est plutôt très bon. Mention spéciale à Sarah Forestier. Dans le film elle joue une prof de français, mais là vraiment je l'ai trouvé hyper crédible du début à la fin, et elle est vraiment incroyable dans le film, et je trouve qu'elle campe parfaitement cette prof de français. Elle est à la fois douce et autoritaire, enfin c'est quelque chose d'assez incroyable, donc moi je lui tire mon chapeau de ce côté-là. Ça va être terrible parce que je suis malade. C'est génial. Donc non, je disais oui, le film est très intéressant, il contient des scènes très fortes, et il se suit vraiment avec plaisir, donc vous l'aurez compris, ça sera donc honorable pour Primaire. On passe à quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona. Si. Donc là, qui est un film également plutôt du côté dramatique. Cela dit, c'est un film qui, tout de même, pourrait plus s'apparenter à un conte, voire une fable, parce que c'est un film qui fait intervenir des éléments fantastiques. C'est un film, pareil, que j'ai trouvé très touchant, et le casting est excellent. Ne serait-ce que le gamin, je sais plus son nom, mais qui est génial. Il y a Felicity Jones, qu'on a pu voir dans Rogue One. Il y a Sigourney Weaver, il y a Toby Kebbell. Donc le casting est excellent, tous les acteurs sont parfaits. Non, le film est hyper attachant, hyper touchant. Peut-être qu'il manque un petit peu de subtilité à certains moments. C'est-à-dire que parfois, peut-être que le propos est un peu trop appuyé. Je vais pas vous spoiler le film, mais il y a clairement une métaphore sur le deuil. Mais au-delà de ça, le film est très touchant, encore une fois. Bien foutu, passionnant, poétique. Contient de très bons effets spéciaux, malgré son petit budget. Donc c'est quand même à noter ça. Donc voilà, également honorable pour quelques minutes après minuit. On passe au mois de février avec Red Dingue, réalisé par Danny Boone. Ah Alors je vous le dis tout de suite, hein, je n'ai pas fait la démarche moi-même d'aller voir ce film, c'est-à-dire que c'était une sortie entre potes au cinéma. Je n'ai rien contre Danny Boone, hein, je tiens à le dire, on pourrait croire que je tape dessus gratuitement, je n'ai rien du tout contre Danny Boone. Très franchement, j'ai rien contre lui. Quand il faisait des one-man shows dans les années 90, il me semble, il était très drôle. Il y a des sketchs de lui que je trouve cultes. Donc Danny Boone vraiment me fait beaucoup rire, normalement de base. Mais depuis qu'il est devenu réalisateur, j'ai un peu plus de mal. Alors après, j'ai pas vu tous ses films, hein. Je n'ai vu que 3 de ses films, j'ai vu Rien à déclarer, Superchondriac et donc celui-ci. En ce qui concerne Rien à déclarer, Superchondriac, ça passait, je trouvais que ça passait, surtout pour Superchondriac. Là avec Red Dingue, je trouve que l'idée était intéressante, mais après faire une comédie populaire avec ça, je sais pas si c'est peut-être le plus pertinent, enfin je trouve que le film en fait beaucoup trop. Encore une fois, c'est un manque de subtilité, c'est un manque de finesse qui plombe le film complètement, je trouve. Et limite, les meilleures scènes du film sont les scènes qui ne sont pas comiques, c'est justement les scènes qui essaient un peu plus de tirer dans le drame. C'est pas non plus du drame, voilà, mais certaines scènes sont touchantes et arrivent à viser juste. Et c'est ces scènes-là qui marchent, alors que les scènes d'humour, selon la grande majorité, assez lourdes. Le casting est bon, globalement. C'est plutôt cool d'avoir un personnage principal féminin. Mais bon,
ça suffit pas, non, j'ai pas aimé, je me suis plutôt ennuyé, j'ai très peu ri, donc désolé, mais ça sera inoubliable pour Red Dang. Mais chez les potes là qui m'ont emmené au cinéma, je vous en veux pas, hein, je vous aime quand même. On passe à Seul, réalisé par David Moreau, film de science-fiction français. Je sens déjà vos yeux qui se barrent de vos orbites. Et bah franchement, c'était une très bonne surprise. Je vous l'avoue, j'avais très peur au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais regarder, j'ai très peur. Mais cela dit, le film m'a intrigué, j'avais pu voir certaines images et tout, il y avait quand même un certain truc, je trouve, qui se dégageait des images que j'avais pu voir. Et ça s'est confirmé assez vite. Je trouve que le film a une vraie ambiance et une vraie atmosphère que je trouve très appréciable. Ça reste une adaptation de BD à la base, faut pas oublier. Seul à la base c'est une BD française. Et j'ai pas lu la BD, hein, je connais absolument pas la BD. Apparemment l'adaptation est très mauvaise, je ne saurais pas dire du coup. Mais le film en lui-même, en tout cas, moi je parle vraiment du film en lui-même, je le trouvais vraiment très bien foutu. Mention spéciale à la musique du film que j'ai trouvé géniale. Elle est composée par un certain Rob. Et putain, la musique est superbe. Je vous conseille si vous voulez écouter la BO, notamment Révélation et Tragedy Church. Deux morceaux sublimes. Il y a un petit côté Daft Punk dans la bande originale qui est super appréciable. Et j'ai beaucoup aimé la musique du film. Même en termes de mise en scène et tout, il y a des trucs super intéressants. Les effets spéciaux sont pas dégueux du tout, vraiment. Alors que pourtant le film n'a pas un budget énorme, hein, vous pouvez vous en douter. Alors je sais pas s'il y aura une suite, parce que bon, apparemment le film ne s'est pas du tout remboursé. Il a plutôt floppé, ce qui est dommage. Donc bon, ça va être compliqué pour faire une suite. Donc ce sera honorable pour Seul et je suis très content de mettre honorable pour ce film. Février toujours, on passe à Cure for Life, ou Cure for Wellness, en version originale, réalisé par Gore Verbinski. Son nom vous dit peut-être quelque chose, il est le réalisateur des 3 premiers Pirates des Caraïbes. Entre autres. C'est un film qui est assez particulier et plutôt étrange. Et je dois dire que jusqu'aux 3/4 du film, j'étais complètement dedans, j'ai été fasciné et intrigué par ce film, je le trouvais envoûtant. Très belle réalisation de Gore Verbinski. Il y a notamment un plan qui est dans la bande-annonce qui je trouve génial. On suit un train. La caméra, donc le train est là, la caméra est posée juste à côté du train. Il y a un moment donc le train il tourne comme ça. Et du coup donc on a le reflet du train qui est filmé, etc. Et ça donne un plan magnifique. Enfin, c'est très difficile à vous le décrire. Je vais essayer de l'afficher quelque part peut-être le plan pour que vous voyez un peu mieux de quoi je parle, mais je trouve le plan absolument sublime. Il y a pas mal de jeux sur la symétrie, mais aussi des jeux sur les miroirs aussi, sur la transparence de l'eau, parce que l'eau est au cœur du film. Les acteurs sont bons, il y a Dindi Han que j'aime beaucoup, qui est dedans et qui est génial. Le seul souci du film, c'est son dernier quart, qui part complètement en cacahuète, et alors la fin est... t'es un peu... Ouais. Tout ce qui avait été installé auparavant tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment dommage parce que tout le reste était vraiment super intéressant et j'étais vraiment à fond dedans quoi. Il y avait vraiment une ambiance qui s'installait, qui allait crescendo, etc. Donc ça marchait super bien jusqu'au 3/4. Mais vraiment le dernier quart, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qu'a voulu dire le réalisateur. Vraiment le dernier plan, aucun sens. Enfin, je trouve que ça n'avait aucun sens. C'est dommage, mais j'ai tellement aimé les 3 premiers quarts que je mets le film tout de même dans honorable parce que vraiment, je le conseille quand même parce que le film reste... je trouve vraiment sublime, globalement, et super intéressant donc jusqu'au 3/4. Février toujours, on passe à Loving, réalisé par Jeff Nichols. Jeff Nichols, j'en avais parlé l'année dernière, il avait réalisé Midnight Special. Pour ce Loving, qui est un changement de registre complet, c'est-à-dire que Midnight Special, c'était un film de SF hommage aux années 80. Là, on passe presque un biopic sur un couple mixte. Alors quand je dis couple mixte, c'est un homme blanc et une femme noire dans les États-Unis en 1957. Ce qui est extrêmement intéressant dans le film, c'est que Jeff Nichols va rester tout le temps sur ses personnages, sur le couple. Quasiment à aucun moment on va voir ce qui se passe autour, les décisions qu'ils vont prendre, etc. On va quasiment jamais voir leur impact sur le monde extérieur. On va toujours rester cadré sur le couple et sur la famille. Et je trouve ça tellement pertinent finalement parce que c'est un film qui est vraiment centré sur ce couple, quoi, sur l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et il y a une telle tristesse dans les yeux du mari du couple, qui est joué par Joel Edgerton, qui avait déjà joué dans Midnight Special. On sent qu'il se dit, mais pourquoi je peux pas épouser la femme que j'aime, quoi. Vraiment, et c'est magnifique, c'est sublime. Le film est très bien réalisé, il est très touchant, les acteurs sont parfaits, donc ça sera honorable également pour Loving. Vive l'amour, putain. Lego Batman, réalisé par Chris McKay. J'avais beaucoup aimé le premier film Lego, La Grande Aventure Lego, qui avait été réalisé par Fleur et Christopher Miller. La première moitié du film est géniale. Elle est très drôle, elle est absurde, décalée, elle est parodique, elle est géniale. On se régale. Malheureusement, la deuxième moitié du film est bien plus linéaire, donc ça sera sympa pour Lego Batman, parce que sa première moitié reste quand même excellente. Je me suis régalé sur la première moitié du film. L'animation est parfaite, les dialogues sont parfaitement ciselés, etc. C'est très drôle, il y a de super idées de mise en scène. Mais voilà, ça s'arrête un peu là et c'est vraiment dommage. Donc sympa pour Lego Batman. On passe au mois de mars avec About Ray ou
Three Generations, réalisé par Gaby Delal, qui est un film qui n'a pas connu de sortie cinéma. C'est un film que j'ai voulu voir de par son casting. Elle Fanning, Naomi Watts et Susan Sarandon. Voilà. Donc c'est un film qui parle d'une demoiselle qui veut devenir un garçon. C'est un film que j'ai trouvé plutôt intéressant, mais j'avoue qu'il m'a pas vraiment marqué, voire pas du tout. Je trouve que c'est un film qui manque énormément de profondeur. Je trouve que le film ne va pas du tout au bout de ses idées. Il lance des pistes intéressantes à pas mal de moments, mais il ne va jamais les exploiter à fond. Donc il y a vraiment un manque de profondeur dans le film et c'est vraiment dommage. J'ai vraiment trouvé que ça restait en surface quoi finalement. Malgré quelques bonnes scènes qui sont très touchantes et très marquantes, il n'y en a pas assez quoi, ça manque vraiment de profondeur et ça manque vraiment d'implication, donc c'est vraiment dommage quoi. Pourtant le casting est excellent, il y a une bonne mise en scène, mais ça s'arrête un peu là encore une fois, donc ça sera également un sympa pour About Ray. Et il faut que je me mouche. Ah, on adore ça. On passe à la suite avec Kong Skull Island, réalisé par Jordan Vogt Roberts, qui est un film que j'ai trouvé plutôt appréciable. Voilà, c'est un blockbuster assez classique dans la forme. La photographie du film est plutôt intéressante, enfin il y a un joli jeu de lumière qui est plutôt intéressant, mais au-delà de ça, bon, ça reste assez classique, ça reste un peu con aussi à certains moments. Et il y a beaucoup trop de musique. C'est un film qui a joué un peu trop jukebox, qui enchaîne un peu les musiques pour faire cool, les vieilles musiques des années 60 pour faire cool. C'était pas nécessaire, mais globalement sinon le film est plutôt sympa, les effets spéciaux sont globalement bons, il y a quelques combats qui sont bien foutus, donc voilà. Donc sympa pour Kong Skull Island. Going to Brazil, réalisé par Patrick Mill. Oula, c'était pas terrible du tout. Le film n'est pas une merde, hein, loin de là. C'est même pas un mauvais film, encore que pas loin. C'est typiquement la comédie qui veut en faire trop, encore une fois, qui manque de subtilité et qui est vulgaire et grossière pour pas grand chose quoi, malheureusement. C'est marrant parce que le film a un peu rappelé Ami Public, dont j'avais parlé l'année précédente, donc le film avec Kev Adams, qui est vendu et qui est en soi une comédie, mais dont les meilleures scènes étaient des scènes qui étaient plus dans l'émotion. Et là c'est exactement pareil. À ce moment-là, c'est pas un mauvais film, mais c'est une mauvaise comédie, ça c'est sûr. Mars toujours, Ghost in the Shell, réalisé par Robert Sanders, donc le remake 2017 avec Scarlett Johansson. J'ai pas vu le film d'animation d'origine, j'ai rien lu de Ghost in the Shell, je suis désolé. Mais j'ai beaucoup aimé ce film, vraiment, je l'ai trouvé très bien foutu visuellement. Le propos du film n'était pas trop aseptisé, j'avais l'impression qu'il y avait quand même encore des questionnements intéressants. Les effets spéciaux étaient très très bon, puisqu'Harry Johnson en major, je l'ai trouvé très très bien, donc ça sera honorable pour Ghost in the Shell. On passe au mois d'avril avec Life, réalisé par Daniel Espinosa, qui était très sympathique. C'est un film qui ressemble beaucoup à Alien, parce que ça se passe en huis clos dans un vaisseau spatial, avec une espèce de créature qui veut bouffer tous les humains à bord. Donc de ce côté-là, c'est pas très original, mais il y a des scènes qui fonctionnent très bien, le casting est très bon, et la fin du film est vraiment intéressante. J'ai beaucoup hésité entre sympa et honorable, mais la fin est vraiment géniale, donc je l'ai mis dans honorable. C'est le bas du panier en termes d'honorable, mais c'est quand même honorable. Les Gardiens de la Galaxie volume 2, réalisé par James Gunn. Alors vous le savez ou pas, j'ai de plus en plus de mal avec le MCU. Le premier Gardien de la Galaxie, je l'avais trouvé appréciable parce que ça proposait un peu de la nouveauté. Le problème c'est que ça n'allait pas du tout avec le reste. C'était beaucoup trop décalé, beaucoup trop dans le second degré, etc. Ce deuxième film ne rectifie pas le tir du tout, bien au contraire, il est encore plus barré, encore plus en décalage. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai préféré ce second film. Il y a toujours des trucs qui me gavent, hein, c'est-à-dire le drama killer, c'est-à-dire qu'à chaque scène d'émotion, il y a toujours une blague ou machin qui vient niquer le truc et c'est vraiment dommage. Heureusement que la fin reste dans l'émotion, et vraiment dans l'émotion, donc ça c'est plutôt cool. Le film reste magnifique visuellement, les personnages restent intéressants. On est quand même très très loin d'un Marvel essentiel. Je pense que je vais jamais réussir à mettre plus que sympa pour un film Marvel. On passe au mois de mai avec Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, réalisé par Guy Ritchie. C'est le premier film de ce réalisateur que je vois. C'était sympathique. C'est un film qui est assez badass et épique. Il reste un petit peu confus à certains moments. Il y a une recherche graphique sur les scènes d'action qui est vachement intéressante. Après, bon, il y a quelques trucs assez étranges ou très maladroits, mais le film se tient globalement et se suit sans déplaisir, donc c'était sympathique. Voilà. Problemos, réalisé par Eric Judor. Là, c'est une comédie française que j'ai trouvé vachement cool. J'ai beaucoup ri, ce qui est assez rare pour une comédie française, surtout en ce moment. Je trouve que l'histoire est géniale, les personnages sont géniaux, il y a des personnages qui sont appelés à devenir cultes, vraiment. La réalisation en tant que telle est super intéressante. Le seul truc, c'est que la fin, ça se termine de façon brutale, c'est assez impressionnant et c'est vraiment dommage parce que on a l'impression que le film se termine, genre je sais pas, ils avaient plus de budget donc ils découpaient là. Vraiment la fin du film m'a beaucoup déstabilisé, c'est vraiment dommage parce que j'avais aimé tout le reste. Il y a pas de fin quoi, j'ai trouvé qu'il y avait pas de fin. C'est vraiment dommage, je sais pas pourquoi il a voulu faire ça avec Judor, vraiment je sais pas. Le gros point fort du film c'est Marc Fraise qui avait participé à l'émission Demande qui regarde sur France 2 que je suivais il y a quelques années, qui est génial. Dommage qu'on le voit pas beaucoup, mais alors à chaque réplique il vole la scène. Mais même globalement au-delà de ça le film reste très drôle, mais vraiment cette fin je ne comprends pas. Dommage.
Mais toujours Get Out, réalisé par Jordan Peele, qui est un film qui a beaucoup fait parler de lui, notamment aux États-Unis. Il a rencontré un succès énorme là-bas. C'est d'ailleurs le film le plus rentable de l'année, et de très loin. Il est malin, intelligent, beaucoup d'ironie, avec énormément de scènes qui sont très bien foutues. Le seul défaut du film, c'est son dernier quart, encore une fois, qui sent le truc expédié, quoi. C'est vraiment dommage. Enfin, il y avait vraiment moyen de faire une fin bien plus impressionnante, mais malheureusement, ça reste encore une fois un peu en surface, je trouve, cette fin. C'est dommage. Mais le reste est tellement génial qu'il faut absolument que vous voyez ce film. Honorable, évidemment, pour Get Out. Premier mot, sympa. Je sais plus si je l'ai dit. Je l'ai dit au cas où. Le mois de mai toujours, Alien Covenant, réalisé par Ridley Scott. Alien Covenant partait bien. La première demi-heure du film est plutôt bonne. Juste après la première attaque, c'est terminé. Ça devient n'importe quoi, ça barre en couille. C'est immonde en termes d'effets spéciaux, il n'y a aucune ambiance, aucune empathie pour les personnages, ils sont de toute façon d'une débilité, mais que j'ai rarement vu au cinéma. La révélation de fin est merdique, on l'a vu venir depuis une demi-heure, donc c'est nul. Ridley Scott, arrête Alien. Il faut que tu arrêtes Alien, parce que déjà Prometheus c'était pas ouf, alors là vraiment Alien Covenant, non j'ai pas du tout aimé, et les effets spéciaux sont immondes. Il y a vraiment des moments où on voit l'alien de près et tout, enfin c'est dégueulasse. Ça pue le fond vert à plein nez, c'est dégueulasse. Donc non, Alien Covenant, non, oubliable, tout de suite. Pirates des Caraïbes 5, réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg. On parlait de Corben Mesquite tout à l'heure, c'était rigolo. J'aime beaucoup Pirates des Caraïbes. En tout cas, les 3 premiers films. Je les aime beaucoup, j'ai une petite préférence pour le 2, c'est des films que j'aime beaucoup. Le 4 était pas bon, ce 5e film est encore moins bon que le 4. Et je ne pensais pas que c'était possible. Encore une fois, je trouve que le début est pas mal. Le premier quart d'heure est plutôt bon, c'est-à-dire donc la séquence d'introduction avec Will Turner, l'introduction du méchant. Ça marche. Mais après, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Jack? Il devient, mais il est pas drôle du tout, il est embarrassant, il est insupportable. C'est un calvaire de le voir comme ça. Il y a des scènes qui sont ridicules, les effets spéciaux sont à peine potables, le nouveau casting est à peine intéressant, et en plus il va y avoir un 6. Je crois qu'il faut rater là les gars, c'est pas bon du tout. Oubliable, désolé. On est toujours au mois de mai, avec The Jane Doe Identity, réalisé par André Ovredal, qui est un film que j'ai trouvé plutôt sympa. Il est bien foutu en termes d'ambiance, notamment dans sa première moitié. Il y a vraiment une ambiance qui s'installe qui est assez glauque, qui marche vraiment très bien. Donc de ce côté-là, c'est très réussi. Les acteurs sont bons. Malheureusement, la deuxième partie du film tombe dans une certaine surenchère avec des jumpscares putassiers, ce que je déteste. Je déteste les jumpscares putassiers. La fin est intéressante, mais la deuxième moitié, dans sa globalité, pas très bonne, quoi. Il y a l'ambiance, toute l'ambiance qu'il y avait dans la première partie, et retombe assez facilement, et on n'est plus vraiment impliqué dans l'histoire, donc c'est vraiment dommage. Ça sera donc sympa pour The Jane Doe Identity. On passe au mois de juin avec Transformers 5, réalisé par Michael Bay. Oh là là, j'adore la saga Transformers, je l'avoue, notamment les 2 premiers. J'aime beaucoup les 2 premiers, notamment le 2, c'est mon préféré. C'est celui que tout le monde déteste, moi c'est mon préféré. Le 3, je l'avais trouvé appréciable. Il m'avait beaucoup déçu la première fois que je l'avais vu, mais bon, après l'avoir revu, il restait quand même plutôt bon. Le 4 était mieux que le 3, mais moins bon que les 2 premiers. Mais alors là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas bon. Les effets spéciaux sont bâclé. Pour un Transformers, depuis 10 ans, d'un point de vue technique, c'est irréprochable. Mais là, il y a des plans dégueulasses. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, je ne comprends pas. Et alors, le pire truc de ce film, c'est le ratio de cadre. Le ratio de cadre, c'est la taille de l'image. Pour vous donner un exemple, là, par exemple, je suis sur 1,85. Donc là, il n'y a pas de bande noire, mais là, attention, paf, je passe en cinémascope, donc avec des bandes noires en haut et en bas. C'est du 2,35 à peu près le format. 2,35, c'est le ratio de cadre. Et plus il est grand, plus le cadre est large, et plus donc il y a des bandes noires en haut et en bas. Il y a aussi par exemple le 4 tiers, avec des bandes noires sur les côtés. Tout ça pour dire qu'il y a 3 ratios de cadre différents dans tout le film. Et ça change à chaque plan. Pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens. Très rigolo parce que j'ai vu le film avec des potes, et je suis le seul à avoir remarqué ça. Et en plus, vu que le montage est très épileptique, c'est génial. Moi, ça m'a sorti du film au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus. Au-delà de ça, ils ont fait un gros teasing sur la bataille entre Optimus et Bumblebee, mais c'est un ridicule, ça en est embarrassant. Il y a un teasing pour le 6 qui est dégueulasse. Mon dieu. J'ai développé une théorie selon laquelle il l'a fait exprès. Moi je ne vois que ça comme explication, parce qu'il ne voulait plus en faire d'autres. Enfin en tout cas il a réussi sur son coup parce que du coup il va plus réaliser de Transformers de sa vie. Et je pense que c'est pas plus mal. Encore que. Parce que voilà, enfin, je sais pas, on sentait qu'il y avait plus du tout d'inspiration chez Michael Bay, on sentait qu'il avait pas du tout envie de le faire. C'est terrible parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et ça m'attriste beaucoup de le mettre du coup dans l'oubliable, hein, vous l'aurez compris. Vous pourriez vous dire, ah ouais, mais il n'y a pas un changement de cadre. Quand c'est pertinent, ça me dérange pas du tout. Par exemple, j'ai un exemple que j'en sors toujours, par exemple, dans Tron de l'héritage. Tout le début du film donc, est en cinémascope, donc quand c'est dans le monde réel, et quand le héros passe dans le monde virtuel, entre guillemets, ça passe en 1,85, donc le cadre s'élargit pour montrer l'immensité du truc, pour montrer la grandeur du machin, et là ça a un sens, et là c'est pertinent. Mais là ça n'a pas de sens. On pourrait dire qu'il y a un ratio de cadre pour les effets spéciaux, un ratio de cadre, même pas, ça n'a aucun sens. Oubliable pour Transformers 5, et ça m'attriste au plus haut point, je peux vous l'assurer. Jouant toujours avec The Wall, réalisé par Doug Liman, je vais pas dire grand chose parce que avec Paul, à qui je fais coucou, on a fait une vidéo sur ce film, que je vais aller voir en description, je sais pas pourquoi je fais comme ça, mais le lien sera en description si vous voulez voir donc un night vlog avec Paul, où on parle de ce film pendant 12 minutes,
pour avoir notre avis complet dessus. Mais pour résumer, c'était intéressant. Donc ça sera sympa pour The Wall. Le Manoir, réalisé par Tony Datis, un film qui a fait couler un peu d'encre tout de même parce que c'est un film avec un casting avec des gens d'internet. Là je cite de mémoire Natou, Kemar qui a écrit le film, Mr V, Jérôme Niel, Ludovic, etc., etc. Le film était sympa. Mais vraiment, le gros point fort du Manoir, c'est sa réalisation. Tony Datis est un très très bon réalisateur. Ça en est étonnant, mais alors un truc de ouf. Ne serait-ce que le deuxième plan, troisième plan du film, c'est un très long plan séquence d'au moins 6 minutes, et c'est extrêmement impressionnant comme plan séquence. Et du coup, ça sent que même sans prétention, l'équipe du film ne voulait pas faire un truc bâclé ou quoi, donc vraiment, il y a un véritable amour qui était pensé sur ces mises en scène, et c'est génial. C'est vraiment très très louable de leur part. Malheureusement, c'est pas très drôle, c'est même souvent un peu lourd. Le casting est bon dans sa globalité. Mention spéciale à Vincent Tirel. Il a été cité par tout le monde comme étant le meilleur, mais il est le meilleur. Il y a une scène avec lui qui est géniale. Enfin, il y a un moment où j'ai explosé de rire, j'avoue, c'est... Sans vous spoiler, il cherche le nom d'un gars. Et il le retrouve au mauvais moment et au mauvais endroit. Et il le gueule comme ça, il fait « Ah ouais putain, c'était lui !» Et c'est génial, c'est tellement drôle. C'était pas drôle comme ça, mais dans le contexte du film et tout, c'est tellement drôle. Cet appareil photo n'a aucune autonomie. Je disais donc, le Manoir, c'est sympa, c'est très bien réalisé, mais c'est un peu lourd, dommage. On poursuit avec le mois de juin avec It Comes at Night, réalisé par Trey Edward Schultz. C'est un thriller psychologique et non pas un film d'horreur, attention. Cela dit, il y a quelques scènes qui font bien flipper dans le film. C'est un film qui est fascinant, de par sa mise en scène, de par son casting, enfin de par ses acteurs, de par ses personnages. Un certain style graphique que je trouve génial. Par exemple, je trouve que l'affiche là que je vous diffuse, je sais pas si ce sera à droite ou à gauche, est magnifique. Au-delà de ça, le film est super intéressant. La fin est légèrement brutal, mais à part ça, c'est un très très bon cru. C'est un film hyper intéressant. De toute façon, c'est une expérience assez folle. Je vous le conseille. Du coup, honorable pour It Comes at Night. The Last Girl, réalisé par Colm McCarthy, film de zombies, mais assez original. C'est-à-dire que là, on va suivre des enfants, mais surtout une enfant qui est en fait hybride. C'est-à-dire qu'elle est mi-humaine et mi-zombie. Cet élément va rendre le film plutôt original et très intéressant. Il est très bien réalisé. Et les acteurs sont plutôt bons. La fin est intéressante. Ça va un peu passer au cassé. C'est-à-dire que suivant les gens, certains la trouveront peut-être un peu ridicule cette fin, j'ai trouvé plutôt pertinente et intéressante. Puis globalement le film est très appréciable, donc honorable également pour The Last Girl. On passe au mois de juillet avec Valérian et la Cité des Mille Planètes, réalisé par Luc Besson. Gros morceau là qu'on va aborder. C'est un film qui a fait beaucoup couler d'encre, qui a malheureusement donc floppé aux States. Il a à peine remboursé son budget malheureusement, qui était de 197 millions d'euros, le plus gros budget de tous les temps pour un film français. C'était sympa, c'est sublime. Il y a déjà un truc qui est évident, c'est que le film est sublime, magnifique, ça pétille de partout, c'est un plaisir pour la rétine. Ça part bien, la seconde moitié est un peu moins pertinente, mais globalement le film se suit plutôt avec plaisir. Il y a de grosses faiblesses scénaristiques, ça c'est évident, mais Luc Besson a voulu montrer le maximum sur son univers, quitte à négliger un peu le scénario. L'univers est tellement riche qu'on peut pas vraiment le vouloir d'avoir été un peu gourmand pour tout montrer. Je peux pas vraiment l'en vouloir pour ça. Beaucoup ont dit que le casting allait pas du tout, qu'il y avait aucune alchimie. Je trouve le casting plutôt bon. Il y a encore Dini Han que j'aime beaucoup de toute façon. Ça m'a pas choqué. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est la VF. Surtout le personnage de Laureline. Donc je veux plus jamais voir ce film en VF, ça c'est sûr. Mais sinon voilà, c'était sympathique. J'ai plutôt passé un bon moment. Il y a rien de honteux, loin de là. Faut arrêter de dire que c'est le pire film de l'année ou quoi. C'était très sympa. L'attention est là. C'est pas un film que je peux détester avec ça, donc sympa pour Valérian. On passe au mois d'août avec Cars 3 réalisé par Brian Fist. C'est un film que j'attendais parce que le premier trailer était juste ouf. Sauf que ce trailer est un petit peu mensonger, on va pas se mentir. C'est dommage parce que le film finalement est pas vraiment plus sombre que ses prédécesseurs. Tout le film tourne autour de l'héritage, tourne autour de la passation. De ce côté-là, c'est pertinent. Mais au-delà de ça, voilà, il n'y a pas non plus de grosses surprises. Alors après, vous pouvez vous dire, oui, il dit ça parce qu'il aime pas Cars. J'adore le premier Cars. Le premier Cars est un de mes Pixar préférés, de très loin. Donc ça me rend encore un peu plus triste que ce troisième film soit finalement un peu quelconque. Il y a quand même des choses intéressantes, hein. Je dis pas que le film est mauvais, loin de là, mais pas assez profond pour vraiment nous émouvoir au plus haut point. Ça reste assez en surface, malheureusement. Mois d'août, toujours avec Les Proies, réalisé par Sofia Coppola, qui est un remake, mais c'est surtout le premier film de Sofia Coppola que je vois. Et j'ai trouvé le film vraiment très réussi. Je trouve que tout d'abord la mise en scène est extrêmement élégante. Il y a une vraie élégance, une vraie finesse dans la mise en scène que j'ai particulièrement apprécié. Il y a un travail social photographique qui est super, ça retranscrit, enfin ça fait vraiment film d'époque presque. Le casting est parfait, il y a une montée en puissance constante qui est extrêmement saisissante et qui rend le film passionnant, l'élégance même. Donc c'est un très bon cru et ça sera donc honorable pour Les Proies. Et encore une fois, je sais plus si j'ai dit sympa pour Cars 3, il me semble que oui. On passe au mois de septembre avec ça,
ou It, réalisé par, alors je sais pas parce que j'ai vu les deux noms possibles. Je sais pas si c'est Andy ou Andres Muschietti, donc on va dire Andres Muschietti, qui est un film qui a fait beaucoup parler de lui également. C'était vraiment très sympa, très bien réalisé, excellents acteurs, personnages géniaux, hyper attachants, il y a une vraie nostalgie qui déborde du film. Il y a un vrai amour des années 80 qui est palpable et c'est très appréciable. Et donc ouais, ce film-là marche très bien. Son plus gros défaut, ça serait qu'il ne fait pas peur en soi. C'est un truc qui a été beaucoup reproché, c'est que le film ne fait pas vraiment peur. La mise en scène du film ne permet pas d'avoir peur. C'est-à-dire qu'en fait, le film est beaucoup trop segmenté. Quasiment toute la première moitié du film, c'est il y a un personnage, il est dans un lieu, etc. Il se passe un truc bizarre, il va aller checker, et bam, il y a un élément horrifique, il y a un petit frisson, et d'un seul coup, hop, on passe à autre chose. Mais genre vraiment comme ça. C'est beaucoup trop segmenté, donc du coup ça fait vraiment montagne russe, et on peut pas vraiment flipper. Donc voilà, le film fonctionne quand même si, pour un supposé film d'horreur, il ne fait pas peur, et c'est vrai que c'est peut-être son plus gros défaut, mais ce sera quand même un honorable pour It de Andres Muschietti. Et on passe directement avec le mois de novembre, et on termine cette sélection, ce classement chronologique avec M, réalisé par Sarah Forestier, la même Sarah Forestier dont j'ai parlé en début de ce classement avec Primaire, donc qui est pour la première fois passé à la réalisation. Le résultat est très bon. Cela dit, je suis presque un peu déçu du film, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit dans le top 10, parce que j'aime beaucoup Sarah Forestier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai trouvé que le film avait quelques petits soucis d'écriture, notamment de dialogue. Je trouve que les dialogues, alors c'est Sarah Forestier qui a écrit les dialogues, et écrit le film, c'est tout à son honneur, mais j'ai trouvé qu'il y avait certains dialogues qui manquaient un petit peu de réalisme, qui sonnait faux, c'est dommage. La narration a quelques problèmes d'équilibrage, c'est-à-dire que certaines scènes auraient mérité d'être un peu plus raccourcies et d'autres un peu plus étirées. Mais le film est très bien réalisé, les acteurs sont parfaits, Sarah Forestier est géniale, Redon Arjan est génial. C'est un humoriste à la base et vraiment dans ce film-là il est saisissant. Vraiment à chaque scène, à chaque regard qu'il lance, il est saisissant. Il est présélectionné pour les Césars, je pense qu'il le mérite. Il mérite au moins une nomination, ça c'est sûr. C'est vraiment très très beau, honorable. Largement. Voilà donc pour les oubliables, sympas et honorables. On passe vite fait au pas vu. Je vais les citer brièvement et vous dire pourquoi ils m'intéressent. Nous sommes le 10 décembre, à la date où je tourne cette vidéo. Je sors la vidéo le 20 décembre normalement si tout va bien. D'ici là, j'aurai peut-être vu 2 ou 3 films de cette petite sélection des pas vus. Donc si jamais je l'ai vu, au montage je mettrai 2-3 phrases sur mon avis sur le film. Là à l'heure actuelle je les ai pas vus donc je vous en parle comme ça. Donc pour les pas vus, tout d'abord il y a Moonlight réalisé par Barry Jenkins, Oscar du meilleur film. Les images que j'ai pu en voir et tout ce que j'ai pu en entendre, ça a l'air génial, donc j'ai très envie de voir Moonlight. United Kingdom réalisé par Ama Asante, je sais pas du tout comment on prononce. Et alors c'est marrant parce que le film a quasiment la même histoire que Loving de Jeff Nichols, c'est-à-dire que ça parle d'un couple mix. Alors là par contre c'est le mari qui est noir et la femme qui est blanche. Et là ça se passe un peu plus tôt dans 46 je crois, et que là ça parle de l'apartheid. Ça ressemble un petit peu quand même, mais là j'ai l'impression que le film justement par rapport à Loving va plus s'intéresser à l'impact extérieur. Donc c'est pour ça que le film m'intéressait, parce qu'il avait l'air de pas mal ressembler à Loving et je voulais comparer les deux simplement. Donc c'est dommage que je l'ai raté. Bon bah j'en parlerai dans le rattrapage 2017. De toute façon, quoi qu'il arrive. Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins. J'aime bien le DC Extended Universe. Je le préfère au MCU en tout cas, c'est sûr. Parce que Gal Gadot et Wonder Woman, enfin là pour le coup je trouve que le choix de casting est génial. Très rapidement Justice League, alors pour le coup je le mets pas du tout dans cette sélection pas vue. J'ai pas envie de voir Justice League. En tout cas j'ai pas envie de payer pour voir Justice League. Puisque le film est réalisé par donc Zack Snyder et Joss Whedon, Avengers. Qu'est-ce que Joss Whedon, Marvel, fout dans un film d'ici? Je regarderai je pense quand même, mais j'ai pas envie de le voir. Parce que putain d'ici se marvelise, ça m'emmerde. Désolé d'être grossier, mais ça m'emmerde. Vraiment beaucoup. Mais Wonder Woman, par contre, il m'intéresse. Donc, je regarderai Wonder Woman. Seven Sisters, réalisé par Tommy Wirkola. Parce que le scénario, je vais arriver, m'intéresse beaucoup. Parce que le fait d'avoir cette fois la même actrice, donc en l'occurrence Naomi Rapace, dans un même plan, c'est cool. Et j'ai très envie de voir ça, et ça va être très bien fait en plus. Mother, réalisé par Darren Aronofsky. Parce que le film a beaucoup divisé, et les films qui divisent autant, ça m'intéresse énormément. Donc j'ai très envie de voir Mother, parce que Darren Aronofsky est comme un grand réalisateur, même si je n'ai vu aucun de ses films. Mais je connais sa filmographie, mais je n'ai vu aucun de ses films. Je sais, c'est une honte, encore une fois. J'ai hâte de voir Mother. 120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo, parce que c'est un film dont on a beaucoup parlé, parce que ça a l'air magnifique, parce que ça a l'air somptueux, parce que il faut encourager ce genre de film français. Voilà. Faute d'amour, réalisé par Andrei Zvinatsky. Je vais faire un réalisateur russe. Je vais afficher son nom parce que je n'ai jamais réussi à le dire. Je vous en parle juste après le top 10. J'oublie pas. Détroit, réalisé par Catherine Bigelow, parce que le film a l'air vachement intéressant, parce que les rares images que j'ai pu en voir, ça a l'air formidable, parce que le casting est ouf, donc voilà. Au revoir là-haut de la part du Pontel, parce que ça a l'air d'être un film français encore une fois très intéressant. Le casting me plaît beaucoup, et les rares images que j'ai pu en voir, ça a l'air génial, donc voilà. Et bien évidemment, Star Wars épisode 8 Ryan Johnson, parce que encore une fois le film sort dans 3 jours, à l'heure actuelle où je vous parle, donc j'ai pas pu le voir forcément, mais certainement que... Là, il doit y avoir 2-3 phrases là en dessous là. Là, ça là j'ai dû marquer j'ai aimé, j'ai pas aimé. On verra bien. Le top 10, on est parti. Numéro 10, Nocturnal Animals, réalisé par Tom Ford. C'est un film que j'ai beaucoup aimé donc, mais alors,
c'était pas gagné parce que le début du film, c'est 5 minutes où on voit une femme obèse, toute nue, qui se trémousse, enfin qui danse. Pourquoi? Je sais pas, mais j'avoue que c'est assez déstabilisant à regarder. T'es pas très à l'aise pendant que tu regardes ça, et j'avoue que au début je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est assez déstabilisant. Je sais pas si ça a un sens, je pense que oui, mais j'avoue que je l'ai pas saisi. Enfin après bon, il y a une transition avec la première scène du film et tu comprends un peu pourquoi ça montre ça, c'est pas non plus totalement gratuit. Ou si vous survivez à cette scène, le reste du film est génial. La narration du film est super intéressante parce qu'en fait on suit 3 temporalités différentes. Donc on suit le présent, on suit le passé et on suit le récit d'un bouquin que lit le personnage principal. Donc le personnage d'Amy Adams dans le présent, donc un bouquin écrit par son ex-mari, et donc on voit leur relation dans le passé, dans la troisième temporalité. La temporalité du bouquin est géniale, il y a toute une scène où ils se font agresser, entre guillemets, la famille de Jack Gyllenhaal. Il joue le héros de son bouquin, toute une scène qui dure au moins une bonne demi-heure et qui est tellement anxiogène, qui marche de feu de Dieu. Et dans cette temporalité, il y a aussi Michael Shannon, un acteur que j'adore, qui est génial. Passer ce démarrage qui est très déstabilisant, le film est génial, c'est vraiment un film très très bon. Donc numéro 10, mérité. Numéro 9, Wind River, réalisé par Taylor Sheridan, qui est un film vachement prenant, qui est superbement mis en scène. Ce qui est génial, c'est vraiment l'environnement du film qui est parfaitement filmé, c'est-à-dire que tout le film se passe en fait dans un environnement extrêmement inhospitalier et pas du tout accueillant. C'est austère, c'est froid, c'est parfaitement concentré à l'écran. Le casting est génial, Jeremy Renner, que j'aime de plus en plus décidément, également Elizabeth Olsen, qui est génial, et je sais moi Elizabeth Olsen. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. C'est une enquête policière en soi. C'est pas très original, mais c'est raconté avec tellement de force. Mais ce que je trouve génial, vraiment, c'est aussi les scènes de brutalité qui arrivent vraiment d'un seul coup. Donc voilà, Wind River numéro 9, j'adore. Numéro 8, Dunkerque, réalisé par Christopher Nolan. Christopher Nolan est devenu un réalisateur important aujourd'hui, vraiment beaucoup. En quelques films, il a su se construire une fanbase énorme. Dunkerque est un très bon film. Pareil, il y a aussi un mélange de temporalité. Et c'est parfaitement mis en scène. Il y a vraiment un truc qui se passe qui est super intéressant. L'ambiance est très réussie, la musique dans Zimmer, c'est encore une fois une merveille. Au bout de 8 secondes, on est déjà dans le film, quoi. Ça commence vraiment à medias res et c'est extrêmement, vraiment très prenant tout de suite. Un travail sur le son aussi qui est extrêmement impressionnant, qui est hyper immersif, donc un très bon cru tout de même, ce Dunkerque. Numéro 7, Baby Driver, réalisé par Edgar Wright. Edgar Wright est un réalisateur que vous connaissez sûrement, il a réalisé la trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Poème avant la fin du monde. Il a également réalisé Scott Pilgrim vs. The World. Il a une très bonne réputation. Et j'ai beaucoup aimé Baby Driver. Je l'ai trouvé génial. C'est un film qui est beaucoup trop cool, quoi. Vraiment, c'est un film qui est tellement jouissif sur sur énormément de scènes. Le personnage de Baby, je l'ai trouvé génial. Il est hyper attachant et je l'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est un très bon film. Peut-être malheureusement un dernier quart un petit peu simpliste et qui tombe un peu dans la surenchère. Mais à part ça, c'est un très bon film. Edgar Wright, il faut absolument que je regarde ses autres films. Mais genre très vite. Mais là franchement, JPP, quelle autonomie de merde. Numéro 6, Split, réalisé par M. Night Shyamalan. Je suis tellement heureux que ce film soit en 6ème place. M. Night Shyamalan est un réalisateur que j'aime beaucoup et je suis tellement content qu'il soit de retour avec un film de cette qualité-là qui a connu un succès public et critique. C'est génial parce qu'il le mérite, quoi. C'est un mec qui a l'air tellement gentil. Non, le film est très bien foutu, vraiment très bien mis en scène, excellent casting. Encore une fois, James McAvoy livre une performance formidable. Anya Taylor-Joy est génial aussi. Il y a une ambiance, etc. Il y a une atmosphère, il y a une montée en tension qui est... C'est super. Et la fin est géniale aussi. Et la hype de ouf pour la suite de Split qui sortira en 2019. Hype sur 20. Donc 6ème place, avec grand plaisir pour Split de M. Night Shyamalan. Numéro 5, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Je vais pas dire grand chose parce que j'en ai fait une vidéo, j'en ai fait un vlog. Le lien est en description, mais pour résumer, poésie visuelle constante de 2h40. Acteurs géniaux, magnifique. Denis Villeneuve est un très bon réalisateur. Il faut absolument jouer à ces deux films également. Numéro 4, Logan, réalisé par James Mangold. Quel bonheur. J'ai rarement pris autant mon pied devant un film. Enfin, un film Wolverine, sale, poussiéreux, violent, organique. Putain, mais quel bonheur, putain, mais c'était génial. Les séquences d'action sont absolument géniales. Hugh Jackman et Patrick Stewart font une sortie impériale avec ce film. Encore une fois, peut-être que le dernier quart est un petit peu en dessous du reste, mais on s'en fout, c'est très bien, c'est génial, c'est superbe. C'est un film absolument déchirant, c'est qu'à le dire, parce qu'il déchire des membres, lol. Mais non, plus sérieusement, c'est un très grand film. C'est le meilleur film de Wolverine, ça c'est sûr, mais c'est certainement aussi un des meilleurs X-Men, si ce n'est peut-être le meilleur X-Men, et un des meilleurs Marvel jamais fait. Voilà, c'est dit, comme ça, bam. Numéro 3,
La La Land, réalisé par Damien Chazelle. Et encore une fois, c'est la première comédie musicale que je vois de ma vie. Et pourtant, j'adorais ce film. Il m'aura quand même fallu 2 visionnages pour pleinement apprécier le film. Je connaissais pas les codes de la comédie musicale. Il y a certains trucs qui m'ont un petit peu surpris sur le premier visionnage. Mais après, sur le deuxième visionnage, j'étais pris dans le truc, quoi. C'est magnifique, c'est sublime, c'est parfaitement mis en scène. Damien Chazelle est un réalisateur de ouf. Ne serait-ce que la scène d'intro, déjà, ça doit être un tel bordel à faire. C'est incroyable. Le casting est génial. Ryan Gosling et Emma Stone sont géniaux. La musique est sublime, évidemment. C'est juste beau, voilà. Et c'est ça qu'on aime. Ce film est un bonheur constant, donc voilà. Allez, on approche de la fin. Numéro 2. La planète des singes, suprématie de Matt Reeves. Mais quel film. Quel film. Cette trilogie Planète des singes, cette trilogie reboot Planète des singes est une des meilleures choses qui a été faite dans le cinéma hollywoodien depuis le début de la décennie. Vraiment, c'est d'une intelligence, c'est d'une profondeur. J'avais déjà beaucoup aimé le deuxième film. Je sais pas s'il est meilleur ou moins bon, je sais pas. Je dirais qu'il est aussi bon que son prédécesseur. C'est passionnant et c'est magnifique, les effets spéciaux sont sublimes, les singes sont plus vrais que nature, là vraiment on a atteint un niveau de réalisme qui est fou, qui est sublime de A à Z. Et enfin, numéro 1, alors ceux qui me connaissent doivent déjà savoir de qui est le numéro 1, ceux qui suivent un peu la chaîne doivent le savoir aussi. Mon film préféré de l'année s'appelle Grave et il est réalisé par Joël Ducournau. Film de genre français, qui l'aurait cru? Non, certainement pas moi. Encore une fois, ça va être très rare de trouver des mots sur ce que j'ai ressenti pour le visionnage de ce film. Alors, encore une fois, comme pour La La Land, il m'a fallu quand même 2 visionnages pour pleinement apprécier le film. Parce que pareil, sur le premier visionnage, il y a des trucs qui m'ont un peu décontenancé, qui m'ont un peu déstabilisé. Mais quel film. Quel film, c'est juste fou. Il y a une ambiance, il y a une élégance dans la mise en scène, il y a un tel attachement au personnage, il y a un truc qui se passe, quoi. Vraiment, c'est juste fou. C'est incroyable, le casting est impressionnant. L'actrice principale du film, Garance Marillier, qui joue Justine, donc, est absolument extraordinaire et je l'aime d'amour. Bon allez, finissons-en. Alors j'en étais où? Ah oui, Garance, je t'aime. Non, plus sérieusement, si on peut parler un petit peu du reste, la mise en scène de Joël Ducournau est géniale. Il y a vraiment une volonté d'être au plus proche des personnages et ça donne un côté extrêmement immersif au film. C'est vrai que voilà, il y a aussi un travail sur le son extrêmement fort. C'est que par exemple, je pense notamment à une scène où il y a le personnage de Justine qui va se gratter. Elle est sous la couette et vraiment tu vas entendre tous les petits sons de grattement et tout, mais vraiment comme si t'étais vraiment à côté. Et même sur l'écouteur, hein, tu sens vraiment que c'est un son en 3D. Tu sens vraiment le contact, la peau. Il y a aussi la musique de Jay Williams qui est formidable. Je sais que c'est un film qui peut dérouter quand on a vu des images, etc. Parce que c'est un film en moins de 16 ans quand même, faut pas oublier. Donc oui, c'est pas un film qui va vraiment vous faire des cadeaux. Forcément, le film vous vend beaucoup sur en termes de com, que le truc est insoutenable, que ça va être une orgie de sang, etc. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout vrai. Pour donner un ordre d'idée, je suis assez sensible quand même, très franchement, à aucun moment je me suis dégoûté par le film, quoi, vraiment. Il y a une scène qui m'a déstabilisé, qui m'a mis mal à l'aise. La scène, sans vous spoiler, c'est une épilation du maillot. On voit rien d'explicite, hein. Le personnage est en sous-vêtements, mais quand même, il y a quand même des gros plans et tu sens la douleur, et là j'avoue j'étais pas bien. Donc voilà, donc c'est pas du tout une scène de cannibalisme ou quoi qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment ça. Enfin vous verrez rien y a pas d'orgie de sang, il y a pas de... Non, vraiment je vous jure. Donc Grave est un film important pour le cinéma français. J'espère sincèrement qu'il va remporter au moins un César. Bon, si Garance l'a pas, je sais pas, mais César du meilleur premier film, ou j'en sais rien, mais il faut donner un César à ce film. Vraiment, je l'espère de tout cœur que ce film aura un César. Et je vais bien sûr rester très assidu pour la suite du travail de Joël Ducournau et de Garance Marillier, bien évidemment. Voilà pour ce bilan 2017. Enfin, on termine rapidement avec quelques attentes pour 2018. Donc les dates que je vais donner sont bien sûr susceptibles de changer au fil de l'année. Tout d'abord, le 17 janvier, 3 billboards. Les panneaux de la vengeance, réalisé par Martin McDonagh. Martin McDonagh est le réalisateur de Bon baiser de Bruges, qui est mon film préféré. Donc voilà, hype sur 20. Le 7 février, Le Labyrinthe 3, le remède mortel, réalisé par Wes Ball. Parce que j'avais plutôt bien apprécié les 2 premiers films. Wes Ball a donc tenu la saga jusqu'au bout. Et ce qui est très cool, c'est que ce sera le dernier film de la saga. Ils n'ont pas pris la décision de le couper en 2, c'est une excellente nouvelle. J'ai hâte de voir Le Labyrinthe 3, ça a l'air très cool. J'espère que ça sera une bonne conclusion à cette trilogie. Qui est plutôt très cool. Le 14 février, un Marvel, étonnamment, Black Panther réalisé par Ryan Coogler, parce que j'avais beaucoup aimé les personnages dans Civil War, parce que le casting est génial, il y a Michael B. Jordan par exemple, parce que le réalisateur Ryan Coogler a réalisé Creed récemment. C'est un film qui a l'air un peu plus sérieux, un peu plus sombre que ses homologues à Marvel, donc ça m'intéresse beaucoup, j'espère qu'il sera bon. C'est le seul Marvel qui vraiment m'intéresse beaucoup cette année. 21 février, Cloverfield 3 réalisé par Julius Onah, et alors le synopsis du film, c'est perché. Je vous le mets là en bas. On ne sait rien du film, on n'a aucune image, voilà, on ne sait rien du tout du film. Mais c'est un nouveau film Cloverfield, donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de voir ça parce que Cloverfield est un univers qui me plaît énormément. Le 4 avril sortira Les Nouveaux Mutants,
réalisé par Josh Boone, un spin-off de la saga X-Men, qui apparemment serait orienté film d'horreur. Ce qui est assez surprenant pour un film X-Men, mais pourquoi pas, le casting est assez intéressant. Josh Boone est le réalisateur de Nos étoiles contraires, pour ceux qui connaissent. Improbabilité sur 20, et pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donnera. Bon, j'ai menti, hein, il y a d'autres Marvel dans les attentes. Je l'attends pas énormément, mais bon, c'est parce que quand même, ça risque d'être cool quand même. C'est Avengers 3 qui sortira le 25 avril, réalisé par Anthony et Joe Russo. Le premier trailer est donc sorti il y a pas très longtemps. Il a détrôné Hit en termes de nombre de vues en 24 heures. On verra bien ce que ça va donner. Mais j'avoue que je suis pas du tout fan de look de Thanos, en tout cas dans le trailer. Je le trouve très moche. 4 juillet, Les Indestructibles 2, réalisé par Brad Bird. 13 ans après le premier film. 14 ans après le premier film 14 ans après le premier film 2004, 2015 De 13 ans 13 ans après le premier film, pardon. J'arrive pas à être hyper hype, évidemment que je suis intrigué, mais je suis pas hype de ouf non plus. J'aime beaucoup le premier film, hein, je dis pas ça, mais bon. Peut-être que c'est un peu tard, je sais pas. On verra bien ce que ça donne. 31 octobre, encore un X-Men, Dark Phoenix, qui lui par contre fait partie de la saga X-Men, c'est la suite d'Apocalypse, réalisé par Simon Kinberg, qui était scénariste sur Apocalypse. Ça va s'intéresser au personnage de Jean Grey, qui est joué par Sophie Turner maintenant. Voilà, je suis intrigué parce que ça reste un film X-Men et j'aime bien X-Men quand même en règle générale, donc j'attends. 14 novembre, Les Animaux Fantastiques 2, réalisé par David Yates, parce que j'avais bien aimé le premier film, parce que c'est toujours David Yates à la réalisation, parce que le casting est génial, j'ai hâte de voir cette suite. Et enfin, le 26 décembre, Bumblebee, réalisé par Travis Knight, qui sera lui le premier spin-off de la saga Transformers, par le mec qui a réalisé Kubo et l'Armure Magique. Je l'ai pas vu, hein, mais c'est un film d'animation qui a très bonne réputation, et qui a été nommé pour l'Oscar de meilleur film d'animation l'année dernière. Donc ce sera le premier film Transformers qui ne sera pas réalisé par Michael Bay, donc j'ai hâte de voir ça. Et voilà, Enfin, c'est la fin de ce bilan cinéma 2017. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai malheureusement très peur que la vidéo soit très longue. J'avais envie de faire court, mais là je crois que c'est râpé. J'espère que vous serez allés au bout. Si c'est le cas, je vous aime très fort. Merci à vous tous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à poster un commentaire, à dire vos films préférés de l'année, les films que vous n'avez pas aimés, à demander un avis plus particulier sur un film, notamment ceux que j'ai fait pour le rattrapage. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo de 5 ans et l'année prochaine pour le bilan cinéma 2018. Évidemment. Allez, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Prenez soin de vous, et bien sûr, d'ici là, joyeux Noël. Bon réveillon, joyeux Noël. Allez, à la prochaine. Salut!